Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoffe d'un chef. On continue notre série sur l'Afrique des Grands Lacs, sur le Rwanda et sur les régions environnantes. Et aujourd'hui, il s'agit du dernier épisode, donc surtout soyez attentifs. Et pour commencer, on va parler non pas du Rwanda, mais d'un deuxième pays au sud dont on a déjà parlé, qui est en fait contaminé par les mêmes catégories pseudo-ethniques que le Rwanda. Ce pays, vous le savez, c'est le Burundi. Dans les deux pays, on retrouve un schème démographique familier, celui que tu connais. Les Tutsis sont minoritaires à 15% et les Hutus majoritaires à 85%. Voilà, en gros. Mais je vais redonner une précision que j'avais déjà donnée. À l'origine, cette opposition entre Hutus et Tutsis, elle était inexistante dans le royaume du Burundi. Elle a été essentiellement apportée par les colons qui ont étendu leur politique discriminatoire en faveur des Tutsis du Rwanda vers le Burundi. Les rois du Burundi ne se disaient pas Tutsis. C'est quand même important parce que ça veut dire que n'eût été la colonisation, cette monarchie du Burundi aurait pu être un pouvoir neutre, ethniquement parlant. Bon voilà, on peut en rêver, c'eût été trop beau, mais en fait, de toute façon, le Burundi va complètement se laisser prendre à toutes ces querelles interethniques. Le Burundi, c'est un Rwanda inversé. Au Rwanda, après l'indépendance, il y a un pouvoir révolutionnaire Hutu et une contestation Tutsi. Eh bien, au Burundi, après l'indépendance, il y a un pouvoir clanique Tutsi et une contestation Hutu. On avait déjà parlé de l'Ikiza, qui est le paroxysme de cette contestation au printemps 72 et qui a abouti à un massacre sélectif de la population lettrée Hutu sous le général Micombero. On en avait déjà parlé. Autre différence, au Rwanda, la contestation Tutsi était extérieure, portée par les exilés. Au Burundi, la contestation Hutu est intérieure. Et bien sûr, elle est révolutionnaire. Qu'est-ce qui se passe en 1990 ? Discours de la Baule. Les pays africains doivent se démocratiser parce que le patron François Mitterrand a dit que. Et de ce fait, le Burundi, comme le Rwanda, se démocratise en 1992. Et attends, laisse-moi deviner, tu vas me dire que ça a été un désastre ? Oui, mais pas pour les mêmes raisons. On a vu qu'au Rwanda, la démocratisation a instillé de l'activisme politique intense au sein des villages, et il a été un argument de plus pour la mise à l'écart des Tutsis. Au Burundi, la démocratisation n'a pas fonctionné pour une raison beaucoup plus simple. L'élite Tutsi, qui contrôle l'armée, refuse de se laisser dépouiller de son pouvoir, pour les beaux yeux de Mitterrand. Parce qu'elle refuse la démocratie. Oui, et c'est facile de se mettre à la place de cette élite Tutsi, puisque pour elle, la démocratie c'est quoi ? Ce n'est jamais qu'un transfert d'élite. On déshabille Paul pour habiller Pierre. Ou plus précisément, on déshabille Pierre pour habiller Pierre. Les Tutsis ne sont pas dupes, ils savent bien qu'en fin de compte, en Afrique, on finit toujours par tomber sur des pouvoirs claniques. La démocratie, pour eux, ça consiste à quoi ? Ça consiste à se défaire gratuitement du pouvoir pour le remettre dans les mains de leurs pires ennemis. De véritables brutes révolutionnaires dont la seule qualité objective est de dire « je suis Hutu donc je suis démocrate ». Or, ces gens, on le sait, sont traversés par des pulsions génocidaires. Pourquoi le clan Tutsi se laisserait faire ? Il ne se laisse pas faire, c'est parfaitement logique. Il n'y a que la France pour réussir à ne pas l'anticiper. Ça, c'est ce que pense le président burundais. Je précise, en fait, ce que je dis là, c'est ce que pensent la plupart des Tutsis du pouvoir, et notamment de l'armée. Après, pour ce qui concerne le chef de l'État lui-même, Pierre Buyoya, il envisage une politique calculatrice. Il se dit, ok, on va organiser des élections, mais de toute façon, les réalités africaines sont plus fortes que les obsessions de Mitterrand, et in fine, le pouvoir restera dans les mains de l'armée. Très mauvais calcul pour lui, puisqu'il permet donc ces élections en 1992, mais aussitôt il les perd face à son candidat, le démocrate Hutu, un certain Melchior Ndadaye, et dont le parti s'appelle le Frodebu, qu'on pourrait voir comme une sorte d'équivalent du Parti Hutu au Burundi. Évidemment, une fois que Melchior Ndadaye est devenu président, il a commencé à mettre en cause les contrats qui favorisaient la puissance économique du clan Tutsi. Il a commencé à trier et à affaiblir l'armée. Et évidemment, cette armée, elle ne va pas se laisser faire. C'est elle qui tient le manche de l'arme. Donc évidemment, elle va essayer de se maintenir. Le 13 octobre 1993, le palais présidentiel est encerclé par l'armée. Melchior Ndadaye essaye de se déguiser en militaire et stationne dans un véhicule blindé dans le jardin. Le palais est bombardé. Ndadaye est emmené dans un camp militaire où il est étranglé et transpercé par 14 coups de baïonnette. Cet assassinat marque le début de 13 années de guerre civile au Burundi. Les milices du parti Frodebu, appuyées par des paysans fortement politisés,
décide de se venger et pour cela il cède aux fameuses pulsions génocidaires, c'est-à-dire qu'il s'en prend Aux civils Tutsis. et oui, dans l'ensemble du pays, des Tutsis sont égorgés en octobre 93. On pourrait voir certaines similitudes avec le génocide au Rwanda qui va avoir lieu l'année suivante, mais la différence c'est qu'ici au Burundi, ces tueries sont immédiatement réprimées par l'armée. L'armée est totalement aux mains des Tutsis, et donc il est facile pour les Tutsis de faire une vague de répression dont le bilan humain est d'ailleurs tout à fait considérable. On peut dire qu'en octobre 93, c'est pas loin de 140 000 personnes qui perdent la vie dans cet événement, aussi bien d'un côté que de l'autre. 140 000 personnes, c'est l'essentiel des victimes de la guerre civile, qui sont tous mortes en fait dès le début, dès son commencement. L'armée punit les auteurs des massacres, mais elle ne fait pas que cela. Elle peut également protéger les Tutsis en les plaçant dans des camps de regroupement, et pour renforcer son contrôle du pays, elle s'appuie sur des groupes d'autodéfense, souvent des Tutsis, mais aussi sur des gangs urbains dans la ville de Bujumbura. En face, il y a qui? Eh bien, il y a le Frodebu et ses milices, et puis petit à petit apparaît une constellation de groupes armés Hutus dont il serait fastidieux de préciser ici les noms, et effectivement, le Frodebu va complètement se morceler petit à petit. Toute l'ironie de cette guerre, c'est que l'armée à dominante Tutsi est toujours restée victorieuse sur le terrain. Même si pendant cette guerre civile, il y a des moments où la présidence est occupée par un membre du Frodebu ou par un Tutsi, dans tous les cas, l'armée s'est quand même maintenue pendant toute la période. En 1996, Pierre Buyoya fait un coup d'État pour récupérer le pouvoir, qu'il avait perdu, donc je le rappelle, en 92, et tout semble alors acquis à la cause des Tutsis. Pourquoi la résistance a duré? Si elle a duré, c'est parce que les révolutionnaires Hutus, ils bénéficient de la complicité du Zaïre voisin. Et oui, la péninsule d'Ubwari et toute la côte congolaise du lac Tanganyika pouvaient servir de base arrière pour les rebelles. Malgré leur victoire objective et répétée, les Tutsis ont malgré tout dû abandonner le pouvoir. Mais pourquoi? Le principe d'une guerre, c'est pas justement que le vainqueur domine le vaincu? Dans les guerres civiles modernes, non. Pas dans tous les cas. Il faut qu'on parle un jour de ce sujet, mais en gros, il faut compter avec certains paramètres et notamment les pressions extérieures, celles des Nations Unies ou de l'Union africaine, ou de grandes puissances comme l'Afrique du Sud. Parce que ces pressions extérieures, elles sont toujours en faveur de la démocratie, et donc elles militent en faveur d'un processus démocratique normal. Aussi, les Tutsis, bien que victorieux, sont sans cesse obligés de négocier avec des acteurs plus puissants qu'eux et qui leur imposent une alternance politique. C'est ce qui se passe avec les accords de paix qu'ils vont signer en l'an 2000, et donc ils forcent cette alternance politique. Une alternance politique qui ne trompe personne, qui est en réalité une véritable remise du pouvoir aux Hutus. Ce pouvoir va être mis à l'un des groupes dissidents Hutus, je t'ai dit, il y en a plein, mais celui-ci est dirigé par un certain Pierre Nkurunziza. Donc voilà pour résumer cette guerre civile, c'est une guerre où les Tutsis ont dominé militairement, mais on les a coincés politiquement. Une bonne manière de comprendre à quel point les Tutsis se sont fait avoir, c'est de regarder le parcours du dictateur Pierre Buyoya. Suite aux pressions du discours de la Baule, il accepte une démocratisation en 92, il perd le pouvoir et le remet au Frodebu, puis plus tard il récupère le pouvoir par la force en 96, et suite aux accords d'Arusha pour le Burundi, il le donne de nouveau à son opposition. Il pensait que ça allait être une sorte d'alternance politique, en réalité c'est complètement factice, il ne fait que donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. À chaque fois on se rend compte que finalement il donne le pouvoir pratiquement de son plein gré à son ennemi. Cette façon de faire montre bien que finalement, dans ce genre de conflit, ce n'est pas tellement la force, mais c'est plutôt les pressions internationales qui vont décider l'issue. Et c'est mieux ou c'est moins bien? Que la force compte moins que les pressions politiques. Alors ça, dans l'absolu, je sais pas. Faudrait examiner la question avec d'autres exemples. Dans le cas du Burundi, j'ai envie de dire, ces pressions, elles ont handicapé le camp qui gagnait. Donc en fait, elles ont rallongé la guerre civile. Et puis en fait, quand on regarde de plus près, on se rend compte que le régime Hutu de Pierre Nkurunziza, il est complètement calamiteux. Faut bien se dire qu'il y a eu 13 ans de guerre civile au Burundi. Donc en 2005, lors du désarmement, ça faisait 13 ans que des groupes armés prenaient l'habitude de voler, de violer, de piller, de tuer dans le pays. C'était devenu pour tous ces soldats et tous ces chefs de gang une sorte d'habitude de vie. Je possède une arme, donc je peux manger gratis, je peux avoir toutes les filles que je veux, boire de la bière à loisir. On est dans une délinquance qui a banalisé les faits de guerre, d'autant plus que c'est une guerre interminable, qui est inutile, parce qu'elle est sans vision politique de part et d'autre. On ne se querelle pas sur un projet politique. Et donc elle est particulièrement propice
aux pilleurs et aux caïds en tout genre. Cette vie de maraude, elle s'arrête d'un coup en 2005. Résultat, plein d'hommes sont démobilisés et ils ne savent plus quoi faire. Ils se mettent à marauder, à tout faire pour essayer de se procurer une nouvelle arme, puisque l'arme, c'était ce qui leur donnait leur pouvoir jadis. Et je parle pas seulement pour les groupes révolutionnaires Hutus, il y a aussi des démobilisations au sein de l'armée, on éjecte des Tutsis, qui doivent accepter de perdre leur pouvoir. Et au final, ce Burundi de l'ère contemporaine, en fait, il connaît une grosse délinquance criminelle à l'état végétatif. Mais si les Tutsis renoncent au monopole, alors qui arrive au pouvoir? Donc c'est Pierre Nkurunziza, qui est un des nombreux chefs de guérilla dont le parti a eu la chance d'être victorieux aux élections en 2005. C'est lui qui s'installe au pouvoir. Il inaugure ce qui ressemble à une dictature clanique, déguisée en démocratie, comme c'est presque toujours le cas. C'est un chef avec un certain charisme. On le dit, guide suprême éternel de son parti. Il est présumé choisi par Dieu pour gouverner le Burundi. Ah, il est choisi par Dieu, carrément. Oui, c'est ce que dit en tout cas l'église protestante à laquelle il appartient, l'église du Rocher. D'abord, il a tenté de cumuler plus de mandats que la constitution ne lui permet. La gestion économique du pays sous Nkurunziza est complètement catastrophique. Il n'a fait que détruire les entreprises de ses concurrents, mais sans en faire prospérer d'autres. Et donc c'est la corruption généralisée, c'est la misère urbaine et rurale. Il a fait du Burundi l'un des pays les plus pauvres du monde. Quelle différence avec son voisin du Nord, le Rwanda, qui lui par contre, on va le voir, est plein aux as. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? La démocratisation au Burundi, initiée par Pierre Buyoya, n'a abouti qu'à un désastre absolu. Après 13 ans de guerre civile, le pouvoir est complètement rincé, est remis dans les mains d'un soi-disant démocrate mégalomane, qui dilapide le peu de ressources dont dispose le pays. L'avantage à parler ici du Burundi, c'est qu'il permet de retrouver la structure d'ensemble que je dénonçais déjà dans la première vidéo. J'expliquais que pour les Hutus, la haine des Tutsis n'est pas tant motivée par une haine raciale que par la confiance dans la démocratie. En 1959, au Rwanda, les Hutus éjectaient les Tutsis du pouvoir en arguant du caractère minoritaire et clanique de leur régime monarchique. À l'époque, ils se faisaient le relais d'idées démocratiques et rousseauistes en provenance d'Europe, et alors très en vogue dans le monde entier. Ensuite, ces arguments se rabaissèrent au niveau de la foule en colère et se transformèrent tout simplement en racisme. L'époque de Grégoire Kayibanda incarne très bien ce phénomène. Ici, en 1993 au Burundi, les mêmes phénomènes se reproduisent, mais cette fois c'est la pression extérieure française, le discours de la Baule, qui força Buyoya à organiser des élections démocratiques dont l'issue ne pouvait être que sa défaite. Dans un cas comme dans l'autre, on aboutit à d'autres dictatures claniques, mais Hutu cette fois, et se donnant des apparences de démocratie. Mais attends, rassure-moi, ok, il y a eu un génocide rwandais, ok, il y a eu les massacres de 93 au Burundi, la guerre civile qui a suivi, mais c'est bon, c'est que ça, c'est fini. Au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Ces horreurs à répétition, elles ont une fin, rassure-moi, le Rwanda est en paix sous Paul Kagame. Je vais essayer de te ménager un peu. C'est pas fini. Disons que le Rwanda sort du cauchemar. Il entre dans une période de paix. Ok. Et c'est grâce à Paul Kagame. Oui, Paul Kagame a fait de son pays une véritable start-up nation, comme on dit. C'est vraiment le Singapour de l'Afrique, petit état minuscule, extrêmement prospère, la sécurité est totale. En plus, Kagame, c'est quelqu'un d'assez discret. Il est le numéro 1 du régime, mais il ne prend que le titre de ministre de la Défense pour permettre à des Hutus, réconciliation nationale, d'occuper les postes de président et de premier ministre. Il deviendra président seulement en l'an 2000, bref. Et il est toujours au pouvoir aujourd'hui. Depuis le génocide, le Rwanda est en croissance positive tous les ans, en moyenne autour de 8%. C'est tout simplement une réussite totale. Il a relevé un pays totalement détruit. Le problème démographique trouve enfin sa solution dans la diversification de l'économie, dans l'industrie, les structures étatiques, les magistratures, les écoles, les cultures de café et de thé. Soyons honnêtes, il a tout remis en selle. Et il donne un discours officiel qui est le suivant. Hutu et Tutsi, ça n'existe pas. Il n'y a que des Rwandais. Alors, ce discours, il y en a qui le trouvent un peu forcé, mais je suis désolé, c'est exactement ce dont le Rwanda a besoin. Qu'on interdise les références ethniques, qu'on les fasse disparaître des cartes d'identité, et peut-être avec de la chance, au bout de 30, 40 ans, les mariages mixtes aidant, tout le monde aura oublié qui est Hutu et qui est Tutsi. Je vous assure, c'est exactement ce dont ce pays a besoin. Une sorte de déracialisation. Et j'espère
que le Rwanda y parviendra. Mais pour arriver à une réconciliation nationale, il y a une question qu'il faut trancher. Une question qui concerne le génocide. Punir les coupables. Au sortir d'un grand malheur, tu as toujours le choix. Soit tu fais une amnistie, soit tu fais une purge. Et crois-moi, c'est pas un choix facile. Dans l'épisode sur la guerre civile algérienne, on avait vu que Bouteflika avait fait le choix de l'amnistie. On peut critiquer, mais il a fait un choix. Bon, Paul Kagame, c'est pas Bouteflika. Lui, il ne se résout pas à amnistier, au contraire, il veut punir. Il va donc y avoir un jugement. C'est une première, historiquement, c'est la première fois qu'un tribunal pénal international va juger un génocide. Bah bien sûr que non, c'est pas la première fois. Il y a eu le génocide juif. Les procès de Nuremberg, t'as oublié? Ah si, c'est la première fois qu'on juge pour génocide. Quoi? Tu nies le génocide juif? Mais non. Le verdict du procès de Nuremberg était prononcé le 1er novembre 1946 et le mot génocide ne figure pas parmi les chefs d'accusation. Ce terme n'est entré dans le corpus juridique du droit des gens qu'en 1948. Donc, je redis ce que je disais, c'est la première fois dans l'histoire qu'un tribunal international va juger un génocide. Et où ça? Dans une charmante petite ville de Tanzanie, à Arusha, au pied d'un volcan majestueux, actif d'ailleurs, dans un bâtiment marqué de l'insigne des Nations Unies sur lesquels les ombres des palmiers apportent un peu de rafraîchissement à des gendarmes fatigués. D'accord, et on va juger des membres du gouvernement intérimaire, le colonel Bagosora et les autres. Exactement, on va juger les politiques. Ce tribunal n'a pas très bien fonctionné, on va essayer de comprendre pourquoi. En fait, dis-toi bien qu'il y a, chez pratiquement tout le monde, et je dis bien tout le monde, pas seulement les rescapés du génocide, mais aussi des gens comme toi et moi qui s'informent de ce qui se passe, il y a, dans les années qui suivent 94, un profond désir de justice. Donc on attend du tribunal pénal des condamnations pratiquement systématiques. On n'envisage pas spécialement des acquittements dans ce genre de situation. Pourquoi? Parce que le génocide nous paraît être un crime moral tellement irréparable que même les peines maximales ne pourraient pas nous satisfaire. Donc il y a un sens moral élémentaire qui pousse l'opinion publique internationale à désirer un maximum de condamnation. La peine de mort n'existe pas dans ce type de tribunal, donc il s'agit de condamnation à la perpétuité. C'est quelque chose de complètement naturel, que je ne juge pas, que je comprends très bien, que je partage même. Si on vous avait appris que le tribunal de Nuremberg avait acquitté tous les inculpés du régime nazi, ça vous aurait dégoûté de la justice. Évidemment, c'est parfaitement normal. On a envie de dire, peu importe qui sont ces gens dont les noms ne nous disent rien, mais qu'on les foute en tôle, il faut bien que quelqu'un paye pour ce qui s'est passé. Bon, ça c'est dans l'abstrait. Mais dans le concret, le tribunal pénal pour le Rwanda n'a pas pu être aussi dur que prévu. Sur les 93 inculpés, 28 seulement ont été envoyés en prison pour purger leur peine. Les autres, soit ils ont été acquittés, soit ils avaient déjà purgé leur peine en attendant le procès, soit ils sont décédés ou ont été renvoyés devant d'autres tribunaux. Donc si vous vous attendiez à une réponse à la hauteur du crime de 800 000 morts génocide rwandais, vous allez être un peu amer. Pourquoi? Alors je ne vais pas vous expliquer chaque procès. C'est bête à dire, mais le problème, c'est le droit. Il y a eu un problème juridique. Un génocide, c'est censé être une extermination programmée. Par conséquent, si vous voulez envoyer ces gens en tôle, il fallait nourrir la thèse non seulement du massacre, mais aussi de la programmation du massacre. Et pour cela, il vous faut des preuves, des documents. C'est le travail de l'accusation. Le fait est que l'accusation n'a pas réussi à trouver ces documents de programmation claire et identifiable du génocide. C'est pas des gens qui se réunissent autour d'une table 6 mois avant et qui disent allez, vous êtes prêts les copains, on va faire un génocide. Hitler, c'était ça. Mais pour le Rwanda, c'est pas vraiment ça. Ah oui, je vous l'ai dit, c'est dans le vent de la sidération après l'attentat du 6 octobre que tout s'est fait dans la foulée. Quel ministre a fermé les yeux? Quel ministre a participé? Quel ministre a décidé? C'est dur à dire, on n'y était pas. La vérité, c'est que ce génocide a été fait par le peuple, en fait. Beaucoup plus que par les grands politiques, qui ont trempé jusqu'au cou, d'accord, en improvisant sur le tas. Tous ces débats pour savoir si le génocide a été programmé 4 ans avant, 6 mois avant ou 5 minutes avant ne nous intéressent pas beaucoup. En fait, clairement, le 7 avril au matin, il n'y avait pas de programme, pas de plan, rien de très clair. En revanche, il y avait une haine qui avait pourri depuis des lustres. Il n'y avait pas une industrie organisée de la mort comme chez les nazis, on était dans quelque chose de plus viscéral et de très artisanal. Plaignons nos amis juristes pour qui ces questions ont été prodigieusement casse-pieds pendant 20 ans,
et qui sont arrivés en claudiquant jusqu'à des solutions mitigées. Ainsi, le colonel Bagosora, en 2008, est bien condamné pour génocide, mais pas pour entente en vue de commettre un génocide. Sa peine ne sera pas de perpétuité, mais de 35 ans. Nous sommes heureux de l'apprendre, ce genre de résultat montre que l'accusation a été un peu en difficulté, et la défense très pointilleuse. Et il se trouve encore ensuite un Bernard Lugan pour nous expliquer que ces procès étaient staliniens. Bernard Lugan et beaucoup d'autres personnes ont reproché au procès de ne pas s'en prendre directement à Kagame, c'est-à-dire de le couvrir pour l'attentat du 6 avril, et de ne pas soulever sa responsabilité, au moins indirecte, dans le génocide. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'on pouvait faire mieux. À cette époque, le Front Patriotique Rwandais était en train d'organiser une réconciliation nationale au Rwanda. Alors, le travail du tribunal, c'est quand même pas de saper ce travail, mais au contraire d'y contribuer. Donc, si le tribunal s'en était pris bêtement et ouvertement à Paul Kagame, on était peut-être parti pour un nouveau cycle de violence, et c'est pas spécialement le but. Maintenant, on va examiner un peu cet autre type de justice qui est les gachacha. Les gachacha, qu'on peut traduire par pelouse ou cour d'assises sur la pelouse. Sur la pelouse. En gros, c'est un tribunal local. C'est ça, local et coutumier. Bavardage au soleil, pique-nique sur l'herbe, par une belle matinée de printemps. Dit comme ça met à l'aise. On invite tout le monde à venir, tout le monde peut témoigner, à charge ou à décharge. Les gens du village peuvent se déplacer pour apporter leur pierre à l'édifice de la réconciliation. Les juges sont tous qu'il y a de plus bénévoles. En fait, il y a quelque chose de presque champêtre. Oui, et c'est ce qui rend cette expérience très intéressante. C'est absolument inédit qu'on juge un génocide de façon aussi locale et décentralisée. Chaque village va devoir un peu payer son tribut et lâcher quelques noms. C'est comme ça. Bien sûr, cette justice, elle va remuer des choses douloureuses. On va inviter ceux qui ont la mémoire longue à délier leur langue. Ces gachacha, elles, siègent entre 2005 et 2012 dans l'ensemble du pays. Alors bon, en 2005, les faits remontent déjà à 11 ans. C'est-à-dire que les génocidaires qui n'étaient pas déjà en prison avaient bon espoir de se faire oublier. Sûrement que beaucoup de génocidaires regrettent de ne pas avoir complètement terminé le travail. S'ils avaient réussi leur génocide, ils n'en seraient pas là. Mais on les condamne à mort. Non, peine de prison, ça va de 1 an à la perpétuité. Et tu crois vraiment que c'était une justice neutre ? Dur à dire. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu du marchandage, clairement. Les juges encouragent les criminels à avouer en échange de réduction de peine. Pourquoi s'en priver ? Les juges sont gagnants, les criminels aussi. C'est un contrat, quoi. Oui, et ça a été assez efficace puisque 2 millions de personnes ont été jugées en un temps record. En fait, les procès sont structurés par 2 notions, l'aveu et le pardon. Le 18 juin 2002, Paul Kagame déclare « Les péchés commis doivent être réprimés et punis, mais aussi pardonnés. J'invite les bourreaux à faire preuve de courage, à avouer, à se repentir et à demander pardon. » Mais les excuses, elles seront pas sincères. Ben, qu'est-ce que t'en sais ? S'ils les marchandent comme avec les aveux... Ça c'est possible, mais là tu te positionnes sur le plan de la morale ou sur le plan sacré. Là on parle plutôt d'un pardon qui est donné publiquement dans le cadre des gachacha, et on voit bien qu'il y a derrière une stratégie politique. Le pardon, qu'il soit sincère ou hypocrite, il reste une humiliation. Et donc il permet quand même de construire une réconciliation nationale. Enfin, les gachachas sont récentes et un peu enveloppées d'une aura de respectabilité. Les critiquer objectivement, c'est difficile. Y a-t-il eu des abus, des fausses condamnations, des crimes avoués non commis, des crimes commis non avoués ? Oui, sans doute, à coup sûr, mais du point de vue de Kagame, ça reste politiquement brillant, ça tourne la page et ça conforte les bases du régime nouveau. Bon, Kagame victorieux, restaurateur de la paix, Kagame entrepreneur, bâtisseur, Kagame réconciliateur. Beau bilan. Un bilan qui dénote un certain génie. Comme disent les Belges, c'est bien beau, mais tout ça ne nous rendra pas le Congo. Kagame a pris le Congo ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, il y a des choses que tu ignores, mon ami, des choses que je n'ai pas dites, mais que maintenant, on va pouvoir évoquer. Revenons un petit peu en arrière. D'accord, le Major Kagame a mis fin au génocide en juillet 1994 par la conquête du territoire rwandais et l'établissement d'un gouvernement multiethnique. Mais alors, il a semé la panique. Un bon million de Hutus terrorisés par la perspective des représailles se sont dit « Allez, il faut quitter le pays le plus vite possible, on prend le large, hop, on fait son sac en vitesse, on prend le minimum, serviette de bain, brosse à dents, machette, et hop, en avant pour le Congo. Pour le Congo qui à l'époque s'appelait le Zaïre. Ah oui, c'était le régime de Mobutu ?
Oui, un Mobutu vieux et malade qui essayait encore de nous faire croire qu'il avait le moindre contrôle sur les événements de son pays. Il accepte d'accueillir tous ces Hutus dans des camps de réfugiés. C'est ce qu'on appelle la crise des réfugiés. C'est une crise internationale, et ces gens ont reçu une aide humanitaire, américaine en particulier. Ces camps de réfugiés sont complètement surchargés. Mais attends, ces gens sont des génocidaires, on est d'accord? Une bonne partie d'entre eux, mais tu sais bien, ils ont emmené avec eux leurs femmes, leurs petits garçons, leurs petites filles. Quand tu rentres dans le camp des réfugiés, tu ne penses pas spontanément aux auteurs du génocide. Tu vois des camps avec des familles plongées dans l'inconnu. Mets ça dans un coin de ta tête. Ce sont des camps particulièrement précaires. Ils colportent un certain activisme politique, une amertume contre les Tutsis, mais ils colportent aussi la pauvreté et le choléra, et bien d'autres maladies. Ces gens pourraient littéralement mourir de faim. L'opération Support Hope leur donne quelques vivres, mais elle ne va pas durer très longtemps. En septembre, l'aide humanitaire officielle se tarit, ces gens deviennent complètement abandonnés. Et à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? N'y a-t-il pas un danger qui guette le Congo? Un danger? Je sais pas. Essaye de réfléchir. Les Hutus viennent d'entrer au Congo. Quel est le problème? Je crois que tu surestimes mon niveau de concentration, honnêtement. Les Hutus entrent au Congo, ils importent une haine anti-Tutsi à l'étranger. Attends, est-ce qu'il y a aussi des Tutsis au Congo? Eh oui. Ah mais oui, les exilés de la révolution sociale. D'accord, donc il va y avoir des tueries entre Hutus et Tutsis au Congo. La guerre continue, elle est simplement déplacée. Effectivement, il y a déjà des Tutsis dans cette région du Congo, au Kivu. On les appelle les Banyamulenge. Les Banyamulenge prétendent être ici depuis le XVe siècle. Malgré tout, on pense que la plupart d'entre eux soit sont des immigrants de la période coloniale, quand la Belgique recrutait de la main-d'œuvre, soit des exilés de la Révolution sociale, à l'époque des expropriations de Tutsis. Ces Tutsis habitent dans le Kivu, mais contrairement aux autochtones, les Tutsis ont conservé leur langue. Ils voient maintenant débarquer leurs ex-compatriotes, les Hutus. Les deux peuples ennemis se retrouvent face à face dans une région particulièrement mal surveillée. Tout est prêt pour que les tueries reprennent. Mais cette fois-ci, les Tutsis Banyamulenge vont pouvoir compter sur une complicité rwandaise totale. Kagame fait massacrer les camps de réfugiés? Oui, mais pas tout de suite. Il va d'abord s'occuper des camps de déplacés Hutus qui ont fui vers la zone humanitaire turquoise. Beaucoup de Hutus avaient fui là-bas, notamment dans le camp de Kibéo. Le 22 avril 1995, 4000 personnes sont massacrées dans le camp de Kibéo. C'est un camp qui en compte presque 100 000, donc je suppose que les autres personnes ont dû être rapatriées dans leur région d'origine. Il n'est pas toujours facile de parler de cet événement qui est assez obscur. Kagame n'a déclaré qu'environ 300 morts. Chose notable, une force internationale de maintien de la paix était sur place, mais le pouvoir rwandais a été indifférent à sa présence. Il a prétendu que toutes les victimes étaient d'anciens génocidaires. Et il est possible que ce soit en grande partie le cas, d'où l'indifférence internationale. Mais personne ne doute qu'il y eut des femmes et des enfants pris entre deux feux ou broyés lors des bousculades. Mais voilà, Kagame a fait une sorte de ménage chez lui d'abord, et une fois que c'est fait, il peut s'occuper du Congo. Les événements qui suivent sont un peu flous, je sais pas bien qui des Tutsis, Banyamulenge ou des anciennes milices Hutus a commencé à attaquer l'autre au Congo. Je suppose que d'un côté, les Tutsis étaient avides d'une revanche sur le génocide. De leur côté, les Hutus ont envisagé une attaque du Rwanda depuis l'extérieur. Quoi qu'il en soit, Kagame pense que ces camps de réfugiés Hutus sont une menace directe pour son pays. Cela justifie son entrée dans le Congo. La pénétration des troupes rwandaises en octobre 1996 au Congo est un événement considérable. Il est le déclencheur de ce qu'on appelle la Grande Guerre africaine. Aussitôt, le régime de Mobutu s'effondre. Le candidat principal pour remplacer Mobutu, c'est un opposant maquisard congolais de toujours, un certain Laurent Désiré Kabila. Le Rwanda décide de parrainer le mouvement de Kabila et de l'encadrer militairement. C'est pourquoi même si Kabila est un Congolais, il ne faut pas s'étonner s'il est entouré de gens qui sont souvent des Tutsis. Son chef d'état-major est un Tutsi rwandais, et c'est le mentor de son fils, Joseph Kabila. Donc c'est la guerre. Les Tutsis aident Kabila à prendre le contrôle du Kivu, du Kisangani, puis du Congo tout entier. Mobutu tombe et c'est là que Kagame en profite pour exterminer les réfugiés. Naturellement, la vengeance a sonné. Kagame est adoubé par l'Occident, il sait très bien que personne ne l'empêchera de savourer sa vengeance. Liquidation des camps Hutus en novembre-décembre 1996 dans la région de Walikale. Des dizaines de milliers de corps sont jetés dans la Lova. Puis au moment où il aide Kabila à prendre Kisangani en mars 1997, il repère des dizaines de milliers de fuyards Hutus qui s'en vont vers le sud. Le Rwanda
réussi à entrer en contact avec eux. Apparemment, il leur a fait croire qu'ils pourraient rentrer au Rwanda, mais en réalité, ce qui les attend, c'est un véritable couloir de la mort entre Kisangani et Ubundu. Ils seront tués par balles, brûlés vifs ou détruits à coups de marteau. Les Tutsis se vengent des Hutus qu'ils appellent les cochons. Après tout, si les Tutsis étaient des cancrelats, les Hutus peuvent bien être des cochons, et ainsi on aura l'impression que cette guerre n'a rien à voir avec le genre humain. Et personne ne l'en a empêché. Personne, absolument personne. Alors le bilan, je crois qu'il est de 300 000 à 400 000 morts. Alors j'ai lu que Patrick de Saint-Exupéry, le journaliste, nous rassure en nous disant « Mais non, les chiffres ont été exagérés, c'était pas un massacre, c'était simplement une guerre. » Et puis quand bien même ce serait vrai, ce ne serait que la rançon du génocide, etc. Ce qui est sûr, c'est que si tu qualifies cet événement de génocide, tu accrédites la thèse du double génocide, ce qui est très mal vu. Maintenant, je parlerai pas de génocide parce que Kagame en veut moins aux Hutus qu'aux réfugiés Hutus au Congo, je pense. Parce qu'en fait, il se dit « Ah, ben s'ils fuient, c'est qu'ils sont coupables. » Par contre, je parlerai pas comme Patrick de Saint-Exupéry qui dit que ce n'est qu'une guerre. Non, c'est pas une guerre. On est plutôt dans une logique d'extermination. Il y a autre chose qu'il faut remarquer. Cette violence, sans maintenir l'intensité hallucinante de 96-97, ne va jamais s'éteindre jusqu'à aujourd'hui. Ce qui, à l'époque, en 96, pouvait passer pour une vengeance, va durer et va se transformer pour devenir un acharnement pur et dur, un vrai cynisme qu'on va maintenant devoir expliquer. Il s'ouvre maintenant une période qu'on va couper en deux. De 96 à 2003, c'est la Grande Guerre africaine. Le Rwanda est présent, militairement, au Congo de façon permanente. Puis ensuite, de 2003 jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda est toujours présent, mais de façon plus officieuse et plus secrète. Est-ce que c'est possible de résumer dans les grandes lignes cette grande guerre africaine ? Résumer la guerre. Alors en gros, la FDL de Kabila a renversé Mobutu, chef d'État du Zaïre, puis créé la RDC. Le Rwanda, c'est-à-dire son armée, l'APR et l'Ouganda, a ensuite attaqué le RDC, ce qui a conduit à la création du RCD et du MLC jusqu'à ce que le RCD se divise en RCDK et RCDG, et aussi RCDK-ML, mais ça on s'en fiche. Et les FARDC ont ensuite essayé de liquider les milices RCD à l'est de la RDC en s'appuyant notamment sur la LIR et les FDLR Hutus, ce qui a permis... Non mais ça va pas le faire. Qu'est-ce qui va pas le faire ? Y aurait-il pas un moyen d'expliquer la Grande Guerre africaine sans se farcir tous ces sigles absolument insupportables ? Ah oui, c'est vrai que t'es un moldu, toi. Alors, comment est-ce que je pourrais résumer cette guerre de façon simple ? Sous-sol du Congo, être endroit avec beaucoup argent. Beaucoup. Congo riche. Congo très riche. Tout le monde vouloir argent Congo. Oui, je sais, le sous-sol du Congo est très riche. Il y a beaucoup de minerais, cuivre, cobalt, les mines du Katanga, tout ça. Mais si le Congo est riche, c'est à l'État congolais d'exploiter, point. D'où vient cette guerre ? Oui, mais en 1996, le Congo est en déliquescence complète, l'État n'arrive plus à tenir le pays, les mines du Katanga sont ravagées par la corruption et ne sont plus correctement exploitées, les minerais sont abandonnés, l'armée n'est plus payée, elle se rançonne sur les habitants. Le Congo est en train de devenir un grand stade où tout principe d'autorité a été aboli. C'est une arène. Et en 1996, de très nombreux pays voisins ne résistent plus à la tentation, rentrer dedans et se partager tout ça comme un gâteau. Et c'est le Rwanda qui a donné le feu vert. Exactement. Et ensuite, l'Ouganda et l'Angola lui emboîtent le pas. Kagame a espéré faire du président Laurent-Désiré Kabila une de ses créatures. Il faut dire que Kabila était un homme malhabile et sans expérience, donc fastoche. Et de fait, Kabila est complètement entouré par des agents de son parrain rwandais. Mais du coup, la guerre s'est terminée très vite. Non, parce que, manque de peau, Kabila, un beau matin, 98, vient de se rappeler que, comme pour tout être humain, il est doué d'un libre arbitre. Il a donc décidé de renvoyer tous les Tutsis qui travaillaient pour lui en leur disant « Au revoir, merci pour vos services et bonjour chez vous ». Et là, Paul Kagame lui a dit « Écoute Laurent, je crois qu'on s'est mal compris parce que, en fait, c'est pas nous qui travaillons pour toi, c'est toi qui travailles pour nous et tu sais quoi ? Tu viens d'être licencié. » Et Rome, seconde invasion du pays. Et là aussi, tout le monde lui a emboîté le pas. Tout à fait, rebelote, et encore une foultitude de pays voisins envahissent le pays en même temps que lui, soit pour l'aider, soit pour l'arrêter, enfin surtout pour se tailler des parts de marché dans ce grand gâteau. Donc le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe, la Namibie, le Burundi, tout le monde se promène dans le parc. Les Nations Unies, elles font rien pour calmer la guerre ? Non, enfin si, ils sont venus, il y a eu une force d'intervention. Mais ça n'a pas marché. Non, c'est-à-dire que les Nations Unies sont allés la fleur au fusil, ils s'attendaient à donner 2-3 coups de bâton, leur expliquer que c'est pas bien d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Ils avaient prévu un PowerPoint de 10 minutes sur les droits de l'homme, un stock de 600 crayons à distribuer à des enfants,
Ils arrivent avec plein de bonnes intentions et paf, qu'est-ce qu'ils voient? Le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. À partir de là, ils ont eu à peu près autant d'impact sur les événements qu'un colibri. Mais ils peuvent pas essayer quand même un petit peu d'empêcher les tueries, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? En 2000, en 2001, la situation était tout simplement incompréhensible. Regarde-moi cette carte. Ça, c'est l'état présumé du Congo. Ce truc jaune, c'est un parti allié de l'Ouganda. Le machin vert, ce sont des conflits interethniques en Ituri. On en reparlera. Le reste, c'est le RCD, groupe armé financé par le Rwanda, composé essentiellement de Tutsi Banyamulenge. Comme tu peux le voir, il s'est éclaté en 2 groupes, voire en 3. Il va évoluer par la suite sous d'autres formes pour se resserrer autour du Kivu. Cette carte te paraît un peu compliquée. La réalité l'est beaucoup plus. Il faut ajouter les milices Hutus et d'autres milices kivusiennes qui sévissent dans le Kivu. La situation est vraiment trop brouillée. Là, on est dans un niveau de complexité où ce qui manque aux Nations Unies, c'est pas des fusils, ce sont des mathématiciens. Comment empêcher des voisins puissants d'aller piller un pays absolument gigantesque qui a perdu toute autorité? Difficile. En fait, une partie du problème vient du fait que le Congo est un territoire tellement grand que pour le tenir, il faut une main de fer dans un gant de léopard. Tu vois, Mobutu arrivait tout juste à tenir ce rôle quand il avait 40 ans. Mais une fois Mobutu vieilli et malade du cancer, il a livré le pays à une anarchie désespérante. Bon, on va oublier un peu le Congo, nous, notre histoire, elle se passe dans l'Afrique des Grands Lacs. On a parlé du Rwanda, on a parlé du Burundi, maintenant on va parler du Kivu. Dans les 2 provinces du Kivu, qui sont donc en territoire congolais, et de l'autre côté du lac Kivu, se trouve un véritable trésor. Il y a de l'or. Quand je parle de trésor, c'est pas forcément de l'or. On est en économie, je parle de minerais dans le sous-sol. D'accord, donc il n'y a pas d'or. Si, mais pas que. La richesse du Kivu tient en 3 mots. Or, étain, coltan. Bon, ce que je dis là, c'est pas très scientifique. En fait, disons qu'il y a de l'or, qui est toujours à l'état natif, il y a de la cassitérite, qui est un dioxyde d'étain duquel on peut extraire de l'étain, et, dernier mais pas des moindres, le coltan, qui est un minerai dont on peut extraire 2 espèces chimiques importantes, le niobium et le tantal. Peut-être que ça vous parle pas beaucoup, ce genre de mots, mais je pense que vous ne pouvez pas vous imaginer l'importance de ces gisements. Le niobium, le tantal sont indispensables pour créer des condensateurs, des transistors, donc des appareils électroniques, des téléphones, des ordinateurs, des récepteurs, etc. 80% des gisements de coltan identifiés dans le monde se trouvent dans le Kivu. 80% de la production mondiale? Non, j'ai pas dit de la production mondiale, en fait ça représente que 15%, mais 80% des gisements identifiés. L'importance est donc stratégique. Cette mine ne va pas se tarir avant très très longtemps. Tu ajoutes à cela l'étain qui permet de fabriquer du fer blanc et l'étain à souder, et puis bien sûr l'or, qui reste utile pour les bijoux et qui est une valeur refuge de très haute confiance. Et Kagame veut tout prendre. Comment résister à la tentation? Moi je le comprends, la mine de Rubaya est à 2h20 en voiture du lac Kivu, 2h30 s'il y a des bouchons. Évidemment qu'il va lorgner dessus. Un gros tas d'or, d'étain et de coltan derrière sa frontière dans un pays, le Congo qui est dans un état de délabrement tel qu'il n'arrivera jamais à l'exploiter lui-même, il en a de la salive qui coule au coin de la bouche. Oui, mais avec quels moyens? Pendant la guerre, c'était pas trop compliqué, par le biais de son armée ou des milices Banyamulenge, il confisquait systématiquement tous les stocks extraits par les populations locales. Ensuite, la guerre se termine en 2003, et Kagame décide de maintenir son contrôle. À l'heure où je te parle, on peut dire qu'il contrôle encore cette production dans sa majorité. Alors attention, les mines dont on parle, il faut pas que tu t'imagines les mines du Katanga, exploitées de longue date depuis la colonisation belge, de façon industrielle, avec transformation sur place, etc. Non, au Kivu c'est très différent, ce sont des mines artisanales. Le minerai, tu l'obtiens par tes propres moyens. Tu prends une pelle, une pioche, une lampe frontale, et au boulot. Et la chance décidera si tu finis riche ou pauvre. Tu montes une petite équipe, vous allez descendre. Pour les mines de cassitérite, descendre, ça peut vouloir dire descendre très très profond, jusqu'à 90 mètres de profondeur. Alors tu vas être couvert de terre ocre, tu auras de la poussière plein les yeux, tu respireras un air complètement vicié avec des risques de silicose. Bien sûr, on y fait travailler des enfants pour passer dans les tunnels les plus étroits. Les dangers sont innombrables. Inondations, éboulements, glissements de terrain. Tu joues ta vie à chaque fois que tu descends dans ce trou. Et mettons que je trouve du minerai, j'en fais quoi? Alors tout ce qui sort de la mine, généralement, est taxé. Le chef de milice te prend 10% dessus. Alors soit tu payes pas les 10%, dans ce cas on va te casser une jambe, soit tu les payes,
Et ce qui te reste, tu vas le dépenser pour de la bière ou des prostituées. Alors le minerai, il va être transporté. La cassitérite, le coltan, ça pèse son poids. On va les mettre dans des camions qui vont discretos passer la frontière pour aller au Rwanda. Très souvent, ils utilisent des avions petits porteurs pour les emmener jusqu'à la capitale. Pour l'or, qui est beaucoup moins lourd, ça se fait beaucoup au portage humain, à pied. Donc tout ce minerai, pour une bonne partie, il est acheté en dollars par le Rwanda. Ensuite, ce dernier va le vendre à une entreprise qui transforme le minerai. Il va faire un petit certificat pour dire que cette marchandise vient du Rwanda, qu'elle a été extraite au Rwanda, made in Rwanda par d'honnêtes creuseurs rwandais, promis juré. Le négociant lui dira « Gaspille pas ta salive, Paul, on te croit, dis-moi ton prix ». Et hop, ça part pour les ports de l'océan Indien, comme Dar es Salaam en Tanzanie par exemple. Et on va embarquer ça, et puis ça va être transformé et raffiné dans des firmes américaines ou allemandes, le plus souvent. Donc ça, c'est le circuit économique. Et ce circuit, qui est complètement illégal, et qui en d'autres contextes ne serait qu'un bon partenariat entre mafieux à l'ancienne, ce circuit va faire du Kivu un endroit totalement apocalyptique. Ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est un véritable enfer qui se trouve derrière le lac. Tu te souviens quand je t'ai dit que les réfugiés Hutus avaient amené leurs femmes et leurs enfants au Congo? Les Hutus, pour une bonne partie d'entre eux, ont été massacrés par Kagame en 96 et 97. D'accord. Mais que sont devenus leurs enfants? Ils ont été élevés par leur mère, on les a fait travailler dans les mines. Alors les petits garçons, oui, on les fait travailler dans les mines, ou alors on les enrôle dans les milices, qui recrutent beaucoup d'enfants soldats, et qui assureront au bout d'un moment la nouvelle génération de miliciens. Et que sont devenues les femmes et les filles? Je sais pas. Elles restent dans les camps de déplacés? Tiens, tu vois, j'avais lu dernièrement Holocauste au Congo de Charles Onana, qui dénonce les agissements du Rwanda au Congo, justement. Et tu vois, sur le 4e de couverture, c'est écrit 500 000 femmes violées. Et il dit pas n'importe quoi à Charles Onana. J'ai consulté un rapport mapping qui donnait à peu près les mêmes chiffres. Donc on se demandait que sont devenues les femmes et les filles qui accompagnaient tous ces réfugiés Hutus. Je crois qu'on les a trouvés. Faut dire que les camps de déplacés que les milices trouvent sur leur chemin sont pleines à craquer de femmes complètement désœuvrées, abandonnées, en détresse absolue. Et elles sont systématiquement violées. Ce sont des viols collectifs, ce sont des véritables mutilations à la machette des parties intimes. Il y a des pénétrations avec du charbon, avec du plastique fondu. On a vu des déchirures, des fistules, de traumatismes, des viols et des meurtres en présence de mari, en présence d'enfants, que l'on force à regarder. Charles Onana rapporte des témoignages de femmes séquestrées qui constituent des harems de plaisir pour les miliciens, qui les emmènent en fait dans leur déplacement et qui les violent continuellement, quotidiennement pendant des mois et des mois, avant qu'elles ne finissent par mourir ou par s'échapper. Et lorsqu'elles ne le faisaient pas, elles étaient torturées de façon abominable. Je vais arrêter là cette énumération d'horreurs, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a ici un espace de non-droit, une impunité absolue. Le Kivu est un angle mort. Mais qui est responsable de toutes ces horreurs? Les responsables, ce sont les milices. Il faut bien comprendre que contrairement au reste du Congo, le Kivu est toujours en guerre. Il est toujours en guerre depuis 1996. La grande guerre africaine, dans cette région-là, ne s'est jamais terminée. Il y a des milices qui s'y affrontent, essentiellement pour le contrôle des mines. Et très souvent, ces milices sont des milices Banyamulenge qui, d'une façon souterraine, sont financées par le Rwanda pour maintenir la région sous un certain contrôle. Je le dis parce que les criminels de guerre les plus recherchés, ce sont des gradés des différentes milices Tutsi, le RCD qui s'est vissé au temps de la Grande Guerre et jusqu'en 2004. Puis après, à la fin de la Grande Guerre, c'est Laurent Nkunda, le chef du CNDP, autre mouvement Tutsi, entre 2004 et 2009, qui terrorise durablement la région. Laurent Nkunda a une affreuse réputation, on lui reproche des viols et des meurtres à répétition, des recrutements d'enfants soldats. Tout cela a fini par remonter aux oreilles de la communauté internationale, qui a ensuite donné du tracas à Paul Kagame. Le Rwanda accablé finit par se désolidariser de Laurent Nkunda en 2009. Il accepte en fait de détruire le mouvement en coopération avec le Congo. Mais néanmoins, la région reste complètement désolée et les milices réapparaissent sans cesse sous de nouveaux noms. Il y a désormais un mouvement appelé M23 qui a déclenché 2 attaques fameuses, une en 2012 et une autre en 2022.
Le Rwanda a intérêt à maintenir tous ces groupes de soudards détestables parce que ça entretient un chaos dans la région. Si jamais ce chaos cesse, si les Congolais en retrouvent le plein contrôle, Kagame n'est plus très sûr d'avoir accès aux mines du Kivu, et donc ce serait contraire à ses intérêts. Bon, maintenant il faut bien dire, toutes ces violences ne viennent pas toujours des mêmes milices. Il y a aussi d'autres milices dans la région, d'abord des milices autochtones, kivutiennes, qu'on appelle Mai Mai, et qui cherchent à lutter contre l'appropriation des ressources par le Rwanda. Il y a aussi des milices Hutus, alors, eux on les appelle les FDLR, qu'on accuse périodiquement d'être des nostalgiques du génocide. Enfin, il faut que je mentionne les conflits en Ituri, qui est une province qui se situe au nord du Kivu. En Ituri, il y a eu une sorte de mimétisme. Deux ethnies s'entre-massacrent, ce sont les Lendu et les Hima. Les milices Mai Mai sont elles aussi des acteurs importants du conflit. Je rappelle que le Congo est un immense groupement d'ethnies. Les ethnies du nord Kivu, Houndé, Nyanga et Nandé, les ethnies du sud Kivu, Bembe, Lega et Bashi, les ethnies de la province d'Ituri, Hima, Lendu, sont toutes mêlées de près ou de loin à cet état de violence. Elles sont tantôt proies, tantôt chasseurs. Ce troisième pôle de combattants a été suscité par l'agacement devant les irruptions rwandaises sur le territoire congolais. Au temps de la révolution sociale, l'arrivée des Tutsis exilés et l'accaparement de terres par ces derniers les avaient déjà initiés à une haine anti-Tutsi qui avait occasionné déjà quelques massacres, notamment en 93. Par la suite, lors de la fuite des Hutus en 94 et les terribles cadres Interamwe et ex-forces armées rwandaises qui les accompagnaient, les ethnies kivusiennes se scindèrent car elles n'étaient pas d'accord sur les alliances de circonstances qu'il fallait faire. Enfin, lors des invasions de Kagame, surtout celle de 98, elles renforcèrent encore leurs effectifs et leur puissance, combattant les Tutsis Banyamulenge, tout en dansant un jeu d'alliances temporaires complexes, tantôt avec les Hutus, tantôt avec l'Ouganda, tantôt avec personne. Je ne sais pas les parts exactes de responsabilité de chacun, toujours est-il que tous les acteurs militaires sont plongés dans un chaos criminel, c'est difficile d'y voir clair. On est dans un espace où il n'y a pas de loi. Des enfants se font violer, mutiler, tuer ou embrigader de façon absolument impunie. Les femmes victimes de viol n'ont aucun accès à la justice, quand bien même elles se plaigneraient. Qui trouvera le nom du coupable ? Ce chaos, il est également insupportable pour la sécurité alimentaire des habitants, parce que si un groupe de rebelles passe dans ton village, ils prennent le manioc, le maïs, les haricots, tout ce qu'ils trouvent. Donc il faut s'attendre à voir le marché vide. Il y a des risques de malnutrition pour ces populations. C'est un monde déscolarisé et délinquant. Les jeunes sont complètement séparés de leur famille. Ils se ruent vers les mines d'or, où ils ne gagnent pratiquement rien. Ils risquent leur vie sans cesse pour 3 sous. Et le peu qu'ils gagnent, ils n'en font pas profiter leurs parents. Ils ne font que le déverser dans le marché de la prostitution ou dans la délinquance criminelle. Ajoutons à ça un scandale écologique. Les forêts n'existent plus, on les a toutes rasées pour le creusage ou pour fournir le Rwanda en charbon de bois. Voilà la terre désolée sur laquelle Paul Kagame tire le principal de ses succès économiques. Dans cette conclusion, nous allons présenter une thèse, puis une antithèse, puis une ébauche de synthèse. Nous allons nous repérer en choisissant de grands journalistes francophones à succès. La thèse, elle nous est donnée par Patrick de Saint-Exupéry, journaliste au Figaro, l'avocat de la cause des Tutsis. L'antithèse nous sera donnée par Charles Nana, l'avocat de la cause des Hutus. Je sais bien que beaucoup de gens qui me regardent ont déjà choisi leur camp. De façon quasi définitive, il est probable qu'ils seront déçus, mais je tenterai tout de même de proposer, pour ma part, une synthèse de ce conflit. D'abord la thèse. Patrick de Saint-Exupéry est sans doute le journaliste français qui a le plus défendu les Tutsis. Comme il fut présent au moment de l'avancée du FPR et de l'opération Turquoise, il a une véritable expérience de terrain. Toutes les fois où il constata le manque de réactivité de l'armée française, il s'en servira pour alimenter plus tard les rumeurs de complicité de génocide. Partout où un soldat français bute sur une motte, c'est déjà pour lui un signe qu'il ne veut pas aller sauver des Tutsis. Ici, ce qui nous intéresse, c'est que Saint-Exupéry, de par les circonstances, défend la dictature de Kagame. Lorsque des personnes cherchaient à dénoncer les agissements de Kagame au Congo, Saint-Exupéry contre-attaqua par une accusation de négationnisme. Dans sa bouche, négationnisme ne signifie pas vraiment négation du génocide, comme cela devrait, mais plutôt théorie du double génocide,
ceux qui prétendent qu'il y eut un deuxième génocide contre les Hutus sont épinglés comme négationnistes. Même si cette stratégie est un peu lourde, je ne crois pas personnellement dans le double génocide. Pour moi, l'Ikiza au Burundi fut une répression militaire, et les massacres de novembre 96 et mars 97 ressemblent plutôt à une vengeance aveugle contre des génocidaires en fuite. Ce qui est vrai à tout le moins, c'est que les Tutsis ne peuvent pas exterminer les Hutus pour des raisons arithmétiques, tout bêtement. Et donc, ils chercheront toujours à les intégrer d'une façon ou d'une autre dans leur système de gouvernement. Saint-Exupéry a conduit son argumentaire de façon un peu grossière. Il ne s'interroge pas sur la dimension révolutionnaire des mouvements Hutus, ni la haine sourde qui fermentait dans le peuple rwandais avant même que le gouvernement intérimaire n'accède au pouvoir. Il a tendance à résumer le génocide à un décret gouvernemental et à la complicité de Mitterrand. Sa version reste à ce jour la plus écoutée du paysage politique français et j'espère que ma série a pu corriger les nombreuses erreurs qu'il véhicula. Cependant, cette thèse a aussi ses avantages. D'abord, elle permet aux Tutsis d'avoir une voix dans le paysage journalistique français. Avec lui, ils se sentent en partie rassurés sur leur devenir. Ils ont trouvé en France un pays qui était non seulement prêt à les accueillir, mais qui se trouvait dans une posture basse et auto-culpabilisatrice. Ce qui est idéal pour eux, pour retrouver la fierté et la sécurité dont ils avaient besoin pour se reconstruire, aussi bien sur le plan physique que sur le plan moral. Ensuite, là où Saint-Exupéry a sûrement raison, c'est qu'au Rwanda, la dictature Kagame a sorti presque complètement le pays de sa misère. 30 ans de paix et de prospérité. Si l'on s'en tient aux effets sur le Rwanda seul, le bilan est plus qu'excellent. Le dictateur Tutsi a relevé le Rwanda sur pratiquement tous ses aspects, financiers, étatiques, économiques, mémoriels, ethniques et moraux. Tandis qu'au Burundi, le dictateur Hutu est encore aux prises avec sa gestion calamiteuse. Paul Kagame a un certain génie, pas de doute là-dessus. Saint-Exupéry, avec ses conférences un peu longues, a au moins le mérite de ne pas déstabiliser le Rwanda, de consolider une situation actuelle qui va en s'améliorant. Son antiracisme permet de désamorcer ces haines interethniques interminables. Passons maintenant à l'antithèse. Charles Onana a publié l'année dernière Holocauste au Congo. Il s'est fait l'écho des dénonciations du rapport Mapping en 2010. Comme Saint-Exupéry, Onana joue beaucoup sur le registre des émotions, mais cette fois, tout est inversé. Oui, le Rwanda est prospère, mais à quel prix ? La prospérité matérielle du Rwanda est fondée sur un pillage. Le pillage du Kivu. Retournement et déplacement. Le génocide n'est pas terminé, il a simplement été retourné et déplacé. Toute la rhétorique du régime Kagame vient de se laisser piéger. Cette antithèse a donc un avantage principal, c'est qu'elle est courageuse. Elle permet de délier la langue sur une région qui est un véritable angle mort de la politique internationale. Onana est d'autant plus courageux qu'au Rwanda, il risquerait sa vie pour dire de pareilles choses. On ne savait pas, et maintenant on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Grâce à lui, un public se met à découvrir la Grande Guerre africaine, l'occupation du Kivu, les viols massifs et les humiliations subies par des gens qui souvent ne sont que des femmes et des enfants innocents. Son chapitre sur les agressions sexuelles est tout simplement révoltant. Et il a en grande partie raison. Il est vrai que l'intervention rwandaise est pour beaucoup dans cette instabilité. Et avec lui, la cause Hutu devient juste et respectable. Elle redevient à nos yeux ce qu'elle devait être jadis pour les démocrates chrétiens de 1959. Il y a deux principaux inconvénients à cette antithèse. Tout d'abord, je n'accepte pas la méthodologie de Charles Onana. Tout y respire une sorte de complotisme de base qui fonctionne de la façon suivante. Kagame a provoqué l'attentat du 6 avril, donc Kagame a voulu le génocide. Or, Kagame était formé chez les Américains, donc les Américains ont préparé le génocide. Or, le génocide s'étant suivi par l'invasion du Congo, donc les Américains ont préparé le génocide pour pouvoir envahir le Congo. En 1994, ils font abattre l'avion du président Habyarimana, qui est le président du Rwanda, qui s'entend avec le président du Zaïre, qui est son voisin. Les Américains veulent le coltan et l'uranium du Zaïre. Pour y arriver, ils ne peuvent pas directement attaquer le président du Zaïre qui est en place. Pourquoi ? C'est pas plus simple ? Mais c'est quelqu'un qui les connaît très bien. Ils l'ont soutenu pendant 32 ans. Le problème, c'est que les choses ne se passent jamais comme ça en politique. Ce qu'il prend pour de la préméditation n'est jamais que de l'opportunisme. Le deuxième inconvénient, lui, est beaucoup plus grave. Si vous écoutez bien Onana, vous verrez que les arguments qu'il emploie, là encore, sont ceux de la démocratie et de la majorité opprimée par une minorité. Il nous explique que les Tutsis ont pris tous les postes. Il n'y a que les Tutsis qui peuvent devenir PDG, ou hauts fonctionnaires, ou ministres. Les Tutsis complotent contre les Hutus. Ils veulent rétablir un quasi-esclavage des Hutus par les Tutsis. Voilà ce qu'il dit à qui veut l'entendre. Et nous avons déjà entendu tout ça.
Ce sont les mêmes arguments que jadis, encore et encore. C'est le retour d'arguments qu'on a entendu 1000 fois en 94. Ne serait-il pas en train de provoquer un nouveau cycle? Et en même temps, les exactions au Kivu ne sont-elles pas véridiques? Que faut-il faire? Pour essayer d'y voir plus clair, je vais vous proposer une synthèse. La première chose que je vous demanderai, c'est d'arrêter de jouer les vierges effarouchées à chaque fois qu'une communauté se replie sur elle. J'entends trop souvent dire que Kagame avantage les Tutsis et que cela annoncerait une restauration future de l'esclavage. Si Kagame avantage les Tutsis, c'est pour les mêmes raisons que Kayibanda avantageait les Hutus de Gitarama, et que Habyarimana les Hutus du Nord, et que Michombero et Bagaza les Tutsis du Bururi. En Afrique des Grands Lacs, la démocratie ne pouvait pas avoir un sens absolu. Il n'y a pas assez de relations de confiance entre les individus pour s'en remettre aux aléas d'un score. Quand il s'agit de décorer la façade de l'hôtel présidentiel, bien sûr, vous pouvez parler avec de grands idéaux, mais quand il s'agit ici et maintenant de nommer le titulaire d'un poste important, vous agiriez de la même façon. Vous nommeriez un homme de confiance, un homme de votre communauté, et si possible de votre région. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé par vos adversaires. C'est parce que la confiance ne se commande pas avec une constitution, ni avec un beau discours sur la démocratie. Elle ne se décrète pas, elle n'obéit pas à une petite loi sur les formes et les modes du scrutin. Et si un jour cette confiance apparaît par chance dans votre pays, vous ne soupçonnez pas la quantité de hasards et de décisions arbitraires qui furent nécessaires pour la créer. Si aujourd'hui la France peut se permettre la démocratie, c'est aussi parce qu'elle est ou qu'elle fut une collectivité qui ne s'est pas formée sous la démocratie elle-même, mais sous une très longue monarchie pluriséculaire. La guerre civile burundaise comme la guerre civile rwandaise sont des guerres inutiles, car les protagonistes ne veulent pas choisir entre la loi de la démocratie et la loi de la communauté. Personne, ni les uns ni les autres, ne peuvent toucher sans souiller les idéaux pour lesquels ils se battent, et cela durera tant que la communauté ne sera pas confondue avec la nation entière. Kagame privilégie les Tutsis, mais lorsqu'il lui arrive de faire confiance à des Hutus, il s'assure simplement qu'ils ont renoncé à l'idéologie Hutu. Cela est parfaitement normal. On va voir par la suite que cet esprit communautaire n'est pas un défaut, mais plutôt une qualité du régime, une prudence nécessaire et qui a montré son efficacité. Ensuite, je crois qu'il faut arrêter de traiter Kagame à l'aune des idéaux qu'il défend à l'international. Kagame a fait des procès politiques. Il ne veut pas qu'on moucharde au sujet de sa possible implication dans l'attentat, il ne tolère aucune opposition et fait emprisonner voire tuer ses opposants. Et il est capable de commettre des massacres quand il estime être face à des génocidaires. Tout cela est vrai. Ses réactions sont épidermiques dès qu'il est question du génocide et de la moindre contestation de sa vision personnelle de l'histoire. On cite souvent le cas de Kizito Mihigo, ce chanteur gospel, mort en 2020 pour avoir dit dans une chanson que certaines victimes n'ont pas eu la chance de recevoir le nom de génocide. Cette mort est triste et injuste parce que Kizito voulait simplement porter la voix d'innocents qui mouraient de l'autre côté d'une frontière, sans nier par ailleurs le génocide des Tutsis qui avait tué ses parents. En fait, il s'est retrouvé confronté à la véritable nature du régime. Le mot de génocide, pour Kagame, n'est pas un mot comme les autres. Le génocide est plus qu'un événement, il est la source même de son pouvoir. Créer une ambiguïté sur cette notion, c'est créer une ambiguïté sur les 30 ans de paix qui ont suivi. Le génocide est pour Kagame la chose qu'il est le plus et en même temps la véritable source de sa légitimité, à la fois la justification de tous ses bienfaits et certainement la justification de ses crimes. Ce mot est un bouclier derrière lequel il se réfugie à chaque fois qu'il botte en touche. Toute pensée et tout acte est accompli relativement à ce génocide et à la vision personnelle qu'il en a. Kizito, dont les intentions étaient naïves, n'a même pas voulu le contredire, il a simplement ouvert la porte à une contradiction. Il a simplement voulu discuter de ce dont il est trop tôt pour discuter, ce dont il est trop tard pour discuter. Il n'a pas vu que cette discussion ne peut pas avoir lieu ici, au Rwanda. Les palmes de sang que ce mot confère ne se partagent pas, car alors tout recommencerait. Le régime Kagame est un régime alerte, anxiogène et impitoyable. Il trompe son stress par une hyperactivité. Chaque seconde est précieuse et nous éloigne de la tragédie. Il faut les investir dans l'avenir. Il cherche à créer un état social qui déracinerait les haines interethniques. Avec un taux de croissance de 8% par an et un système de sécurité sociale solide, une lutte contre la corruption et une réduction de la pauvreté, avec les gachacha, avec ses pressions sur le tribunal pénal international, qu'est-ce que Kagame est en train de faire? Il propose une clôture juridique et politique du sujet. Je ne suis pas sûr qu'on puisse se permettre de la refuser.
La propagande du régime, fondée sur la fin des différences raciales, est tout simplement indispensable à la reconstruction. Quoi qu'on pense de tous ces efforts, ils peuvent, et même ils doivent, constituer un point de départ, sur lesquels on pourra s'appuyer après sa mort, quitte à les rectifier ça et là. Kagame n'est pas Kayibanda, il ne philosophe pas sur le gouvernement africain idéal. Il est aux prises avec le monde africain réel, le monde violent. Il a appris à composer avec les pulsions génocidaires des uns et les pulsions vindicatives des autres. Un véritable État, bien organisé et hiérarchique, peut exister grâce à lui sur ce continent trop souvent anarchique. Rien d'étonnant si son régime suscite l'envie chez beaucoup d'Africains, même les plus anti-américains que vous pourrez trouver, parce que Kagame incarne un certain visage moderne, complexe, intelligent et réaliste de l'Afrique contemporaine. Il reste le problème épineux du Kivu. Personnellement, je pense que les malheurs qui se sont abattus sur le Kivu ont deux causes distinctes. D'un côté, la prédation de Paul Kagame, mais il y en a une autre, qui est la faiblesse du Congo. Chacune de ces causes entretient l'autre, et malheureusement, les deux doivent être traitées simultanément. Le Congo tombait en miettes depuis une bonne décennie au moins au moment de l'invasion. Il souffre de sa taille immense, et toute la suite prouvera l'incapacité de Kinshasa à maîtriser un territoire kivusien qui se situe à presque 2400 km de la capitale. Le Congo souffre aussi d'une corruption terrible, c'est-à-dire que l'État ne peut pas faire confiance à ses fonctionnaires. Cela est un problème grave que Kagame, lui, ne connaît pas vraiment. Au Rwanda, il a justement utilisé la solidarité étroite des Tutsis entre eux pour créer un climat de loyauté à l'État et à lui-même. Bref, Kagame était fort, victorieux, organisé et de bonne réputation, tandis que son voisin était faible, divisé, incapable de gérer lui-même les grandes richesses qu'il possédait. Dans de telles circonstances, et surtout dans un monde comme l'Afrique, où les frontières internationales n'ont pas d'autre légitimité que coloniale, l'invasion du Congo par le Rwanda n'était pas très surprenante. À mon avis, ce dont le Kivu a vraiment besoin, c'est d'une administration légale, avec une police, une justice et une armée. Il a besoin d'ordre, de normalité, de normes sanitaires pour le creusement et l'extraction, d'une dissuasion à la délinquance. Le malheur est que le Congo n'est pas capable à l'heure actuelle de lui donner cela. La solution passerait sûrement, à mon avis, par un réapprentissage de l'État congolais. Le Congo doit réapprendre à exercer une souveraineté sur son territoire et à se débarrasser de ses voisins intéressés. Si Kagame avait vécu au XVIIIe siècle, il aurait fait partie de ces grands rois africains qui construisaient des royaumes puissants en pleine brousse. À une époque reculée, il n'aurait pas hésité à annexer directement le Kivu et à y étendre sa domination. Son malheur fut d'apparaître au XXe siècle finissant, dans un temps où les invasions sont interdites. Aussi, il opta pour une occupation déguisée. Son idée était sûrement de maintenir un chaos suffisant pour éloigner le titulaire légitime de l'autorité, qui était le gouvernement congolais. Cette hypocrisie fut bien pire qu'une invasion ordinaire. Là où il aurait dû mettre des fonctionnaires et des policiers à sa solde, il engagea des bandits sans foi ni honneur, comme l'Afrique centrale en produit parfois dans ces contrées mal surveillées. La présence de camps de déplacés Hutus, trop suspects pour être sauvés, donnait à ces truands droit de vie ou de mort sur pratiquement tout le monde. Tout le venin des anciens rois Tutsis humiliés s'écoula dans les vallées qui se trouvaient derrière le lac. Ainsi fut tissée l'étoffe du président rwandais, Paul Kagame.